All right, les boys, écoutez, ça fait longtemps hein, on n'a pas eu le plaisir de recevoir quelqu'un en ondes, même que c'est toujours aussi spécial là, que de recevoir un personnage si coloré que l'on est tout le temps invité voir partout où on est. Vous savez quoi, là, on a déjà reçu Renaud Bourbonnais, on a déjà reçu David Arsenault. Je veux dire, on est en train de les ramasser comme des bagues de Super Bowl, là, finalement, le monde du football à RDS. C'est avec grand plaisir que Félix Pierre-Olivier Poulain et même monteur J, Jérémy Massias qui est avec nous, qu'on Ouais, reçoit super. à l'émission Bruno Eppel. Bruno, comment vas-tu? Hey, ça va très bien, les boys. Couleurie, pas tant là. Je me suis mis en blanc exprès pour ça, là, pour être plus sobre. Très sobre ce matin. Mais il fait froid. Hey, on dirait pas qu'on est au mois de juillet. On dirait vraiment pas qu'on est au mois de juillet. Je me suis mis dehors. Je le regrette un peu. Hey, mois de juillet, fin juillet, puis qu'il fait froid de même. Je vais te dire de quoi, là, c'est assez curieux. Ben, c'est quoi? Mais je veux dire, on dirait qu'octobre s'en vient, non? Je veux dire, c'est comme la température de football parfaite. Exactement. C'est ce que j'allais dire aussi. Ça sent le football. On se met dans le mood. Écoute, c'est le mois de juillet, tu sais, Bruno, t'es quelqu'un de tellement occupé, hein, et on couvre deux saisons de football ici. Juste de même, là, tu sais, quand t'étais TQ, tu t'attendais-tu à ce que tu passes ta vie à jouer au football puis à parler de football encore aujourd'hui, tu sais? Non, pas vraiment. Là, j'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 17-18 ans, moi. Fait que c'était clair que j'ai commencé très vieux, retourner à l'école un peu à cause de ça. Puis là, je me retrouve à la vénérable âge de 54 ans. Puis je gagne encore ma vie dans le football parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de m'en aller à une pratique de football le lendemain matin que des gens m'avaient invité le soir avant. Hey, viens-t'en, on rejoint une pratique, il nous manque de joueurs. C'était pour les rebelles de Saint-Hubert. Fait que de te dire qu'aujourd'hui, là, j'avais prévu le coup quand j'étais TQ, je te dirais zéro comme dans Bruno. Je te dire, c'était impossible pour moi. Le football, faisait pas partie de ma vie. Moi, j'étais un gars de hockey. D'ailleurs, le numéro 33, lorsque j'ai commencé à jouer, quand on m'a demandé quel numéro je voulais, je l'ai pris à cause de Patrick Roy, juste pour te donner une idée. Moi, c'était Canadien à côté dans le tapis quand j'étais jeune. J'aime ça. Intéressant. Gros effet papillon, si tu n'avais pas accepté de venir à cette pratique-là ce matin-là, qui sait où tu en seras aujourd'hui? Et je peux te dire que ça a changé ma vie pas à peu près. Ça m'a ramené à l'école, première des choses, qui n'est pas de mauvaise affaire, mais après ça m'a amené à avoir une bourse d'études aux États-Unis pendant 4 ans. Donc, j'ai appris l'anglais. J'ai étudié à Western Michigan, sorti de là avec un bac en kinésiologie. Finalement, repêché par les Alouettes. Fait 8 ans avec les Alouettes, gagne la Coupe Grey. Puis là, de fil en aiguille, à travers TVA Sport, à travers Radio-Canada, CKC Sport, Sirius Radio, XM Radio, j'ai finalement abouti à RDS. Fait que je peux dire que ça a été un long processus, mais tout ce temps-là, en faisant du foot, puis en faisant ce que j'aime faire surtout. Fait que je considère qu'à chaque matin que je me réveille, là, je suis pas mal chanceux. Il y a la Ligue canadienne qui est en cours présentement, mais là, on est comme dans le drôle moment de l'année où tout sportivement, c'est mort. Là. On vient de sortir de la Coupe du Monde. Au Québec, on est dans le monde, on est dans les vacances de la construction. Justement, cette deuxième moitié-là du mois de juillet, là, quand on commence à voir des équipes qui ouvrent des camps de recrues là, tranquillement, là, pour toi, là, ça signifie quoi ce moment de l'année-là pour toi? Ça signifie le début d'un gros marathon. D'un gros marathon qui s'en va jusqu'au Super Bowl parce que, tu l'as dit, nous autres, le mois de juillet, mois de juin, là, la Ligue canadienne repart. La minute, je dirais que le repêchage de la NFL, il est fait, là. On prend notre gros cartable, se dépelle après le repêchage, puis on dit, bon, là, la NFL, là, je vais prendre un break, là. Puis on se reparle justement début août, fin juillet. Et donc, c'est tout le temps un peu ça. D'ailleurs, quand vous m'avez parlé du podcast, vous avez dit, ah, viens-t'en. Puis là, moi, on parlait des Alouettes. Puis ils disaient, non, on parlait de NFL. Puis je suis comme, ça commence, let's go. Fait que là, on ressort nos cartables, puis on se remet à écouter les nouvelles, puis on se remet dans le bain de la NFL. Fait qu'il faut couvrir la Ligue canadienne, il faut couvrir la NFL, je te dirais, à partir de ce moment-là, jusqu'à temps que, évidemment, la Coupe Grey arrive. Puis là, quand la Coupe Grey arrive, ben là, tu lâches une ligue, tu tombes juste dans la NFL. Ça commence déjà à être un petit peu plus facile, mais septembre, octobre, novembre, là, c'est des gros mois de foot pour nous autres RDS. Ça, c'est sûr. Fait que t'es en train de dire que le podcast matin, là, by the way, juste pour dire aux gens qui nous écoutent, on enregistre le jeudi, soit
avant le dimanche qu'on enregistre habituellement un peu. Donc, c'est ça, le podcast aujourd'hui, c'est comme les tests physiques, là. C'est comme les faits et causes avant le début du camp. Oui, exactement. Il faut voir si on est en shape ou pas, si on est à s'entraîner dans l'off-season. Là. On est ton camp d'entraînement en vue de cette saison-là. Là. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, puis je peux me s'entraîner un peu, mais je vous dirais que je me suis entraîné plus à suivre la Ligue canadienne. Mais évidemment, tu sais, il y a des grandes lignes. Là. Tu sais, la NFL, c'est tellement présent, je te dirais. Elle s'en va jamais. Là. Puis que, tu sais, puis il y a des grosses histoires. Puis c'est quand le camp d'entraînement arrive comme ça, là, ben, soudainement, là, on retombe dans le bain. Puis on se rafraîchit la mémoire. Puis c'est tellement une ligue le fun à suivre parce que tu as de l'information qui arrive de partout. Tu sais, puis je veux pas dénigrer la Ligue canadienne, mais la Ligue canadienne, l'accès à l'information, je dirais, plus difficile à avoir peut-être à certains moments donnés lorsque tu cherches de l'info. La NFL, c'est carrément un bombardement en règle, là, de tout bord, de tous côtés. Fait que c'est vraiment cool. C'est pas pour rien que. La NFL, c'est un reality show assez impressionnant. Là. Alors, c'est fou, c'est fou. Puis là, avec les fantasy qui sont arrivés depuis plusieurs années maintenant, le gambling en ligne, écoute, les jeunes aussi, tu sais, beaucoup de, comme mon gars, tout ça, là, qui a 25 ans, suivent la NFL de façon assidue. Ouais. Tu sais, puis sont tous plugués le dimanche, puis ils checkent leur affaire, puis ils checkent leur fantasy, puis la Ligue a su aller chercher là, vraiment une nouvelle crowd avec ça. Puis c'est vraiment exceptionnel de voir aller la NFL. En fait, c'est l'image, c'est le modèle à suivre, je te dirais, pour n'importe quelle ligue. Là. Félix, peux-tu juste nous rappeler combien de fantasy t'attendent d'ici les prochaines semaines? J'ai perdu le compte, man. J'aime mieux pas en parler. J'ai vraiment perdu le compte. Sérieux, c'est grave cette année. Mais écoute, écoute Bruno, vite, avant qu'on se mette sur la NFL, tu parles que tu as suivi les Alouettes dans les dernières semaines. On arrive, la saison commence déjà à progresser pas mal. On en est où cette saison avec les Alouettes? À quel point on peut espérer beaucoup avec cette équipe-là? Qu'est-ce qu'il faut pour ceux qui n'ont rien suivi les Alouettes et qui veulent se mettre dans le bain pendant une période un peu plus morte de la saison sportive? Là, qu'est-ce qu'il faut retenir du début de saison des Alouettes? Puis qu'est-ce qu'on s'attend pour les Alouettes en deuxième moitié de saison? Bon, je te dirais, le nom à retenir, c'est Davis Alexander, assurément, depuis le début de la saison. Ce gars-là, si la saison se finit là, c'est le joueur par excellence, sans contredit de la Ligue. Là. Puis c'est notre corps arrière. Fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça à Montréal, un corps de cette qualité-là. Là. Puis en plus, ben, t'as des gars comme Phil Pott puis Snead comme receveur de passe qui nous rappellent un peu les belles années de Calvillo, AJ Green, tu comprends? Fait que c'est vraiment spécial à voir. C'est une attaque qui fonctionne à plein régime. C'est une défense qui suit un petit peu la parade en ce moment. C'est pas la meilleure défense de la Ligue, c'est pas la meilleure défense qu'on a eue, mais l'attaque fait tellement bien du côté des Alouettes que si Davis Alexander reste en santé, puis notre groupe de receveurs continue à performer de la sorte, la défense va pas avoir besoin d'être fantastique. Elle va juste avoir besoin d'être moyenne, puis on va être bon pour gagner pas mal de games. Là. Mais on joue avec Tu parles d'Alexander, Snead, Speaker. Est-ce que tu dirais qu'on a pratiquement le meilleur trio d'attaquants de la Ligue, honnêtement? À l'arrivée de la saison, je ne t'aurais pas dit ça. En ce moment, c'est sûr de la façon dont il produit. C'est Tyson Philpott, en ce moment, c'est le meilleur receveur de la Ligue canadienne de football, au moment où on se parle au niveau statistique. Tu ajoutes à ça Snead, que tout le monde comparait un peu à Cahoon en début de saison. Fait que là, t'as assurément tout un duo. Après ça, par contre, Speaker vient de revenir au jeu. Il a subi une blessure quand même assez grave en début de saison. Fait que je te dirais qu'on a probablement le duo le plus explosif en ce moment, en Snead et Philpott de la Ligue. Mais on a surtout un corps qui est capable de les trouver sur le terrain. Et tu sais, c'est pas... tu peux avoir le meilleur duo de receveurs de passe de la Ligue. Si tu n'as pas personne qui est capable de les trouver sur le terrain et de les rejoindre avec les passes, ben, ils vont rester un bon duo de receveurs de passe, je te dirais, de façon théorique. Tu sais, là, c'est vraiment... en ce moment, on le voit. Là, c'est physiquement, tu le vois arriver parce que Davis Alexander joue du football absolument sensationnel. C'est fou. Regardez un match des Alouettes en ce moment, puis regardez Davis Alexander jouer, tu te dis, aïe, aïe, aïe. Si ce gars-là avait été juste peut-être un 4 pouces plus grand, et peut-être qu'il serait dans la NFL, là, carrément.
Ah, Ouais, sans doute qu'un doute. Je suis convaincu. c'est impressionnant. Puis écoute, parlant de Ligue canadienne, j'ai une dernière question avant qu'on se lance dans la NFL. On sait que dans les dernières semaines, on a vu des nouvelles règles dans la LCF de plus en plus. Il y a eu un cas assez majeur, le botteur à Toronto qui a manqué un placement et au lieu d'avoir le point qu'il aurait dû avoir à ce moment-là, le point lui a pas été décerné. On commence à adopter des règles un peu plus style NFL. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on perd un peu l'identité propre de la Ligue canadienne ou c'est une bonne Non. chose de voir un peu une uniformisation de ces règles-là? Non, moi, j'avais hâte que le point pour un échec soit enlevé. Là. Non, mais, je te dis pas que tous les changements qu'on veut apporter au niveau du changement du terrain, des poteaux au début, ça, j'ai hâte de voir si on va réussir à l'accomplir parce qu'il y a quand même des problématiques au niveau de. Je vais te donner un exemple. Les Alouettes jouent au Stade McGill en ce moment. S'il faut qu'à chaque semaine, quand ils ont des matchs à domicile, il faut qu'ils rebougent les poteaux, qu'ils changent les lignes, ça va devenir très coûteux. Fait que ça, au niveau du changement de terrain, je ne suis pas convaincu que c'est une bonne idée, mais définitivement, ce qu'on a appliqué comme changement jusqu'à présent et qui sont déjà en application, dont le fameux point pour un placement raté. Moi, tu sais, j'étais comme. Ça fait des années que je le dis, tu ne peux pas dans la vie dire bravo à l'échec. Le gars vient de rater son placement, il devrait pas avoir un point, il devrait avoir 0. On a déjà vu des victoires complétées sur les placements ratés. Ben exact. T'as un de dégagement dans le fond de la zone de but pour gagner une game. Tu sais, je veux dire, come on! Il était temps. C'est quand même le fun de voir puis en plus que ces changements-là. Puis j'ai vécu avec Renaud Bourbonnais, que vous avez eu sur votre podcast, la chance de vivre le premier match en prolongation qui s'est terminé sur des convertis de 2 points à la fin pour pas qu'il y ait une fameuse nulle poche plate que personne ne va avoir. Là, tu viens d'avoir un match ultra spectaculaire, tu t'en vas en prolongation, ça s'échange des points, puis finalement, à la fin, bon, ben, c'est une nulle. C'est-tu buzz killer, pas à peu près. Là. Mais là, il n'y en aura plus de ça dans les Canadiennes. Puis on l'a vécu ensemble, on l'a décrit, moi puis Renaud, puis je peux dire qu'on est sorti de là 45 minutes plus tard que prévu, mais on n'avait plus de voix tellement on avait crié et qu'on avait eu du fun à décrire cette fin de match-là, au lieu de s'en aller à la maison avec une nulle. Là, fait que, jusqu'à présent, je te dirais que les changements portent fruit. Puis je pense que c'est ça qui sort le plus du lot, c'est le plaisir de la chose. Puis crime que tu as l'air d'avoir du fun quand tu travailles, Bruno. C'est toujours le fun de t'écouter. On va en parler de cette NFL-là parce que crime, pendant cette saison morte, comme on l'appelle, on a soudainement eu peut-être la transaction la plus blockbuster qu'on a eue de notre vivant. Après des années de Myles Garrett qui jump le gun. Ah, je vais rester à Cleveland. Ah, non, je vais m'en aller. Non, mais tu sais, 40 millions de dollars, hein, ça règle bien des affaires. Hey, finalement, les Rams, fidèles à eux-mêmes, ont dit, tu sais quoi, les choix de repêchage, tout ça, les gars qu'on est allés repêcher aussi, tu sais quoi? Au diable, Myles Garrett. Ça a été quoi ta réaction? C'était un petit après-midi sans prétention là, que ça s'est déroulé. C'était quoi ta réaction initiale? Ben, en fait, la première réaction à cette heure, malheureusement, tu vas toujours vérifier si c'est une vraie nouvelle. Avant d'aller en parler en ondes, tu dis, je vais aller checker c'est quoi la source d'information. Mais c'est incroyable. Mais c'est tellement less neat de faire ça. Tu le dis, là, les Rams... Les choix de première ronde, on dirait que sont quasiment sont rendus des pros à faire des bons choix de troisième ronde au fil des années. Parce que les choix de première ronde, ils n'en ont tellement pas eu souvent avec leur échange. Puis là, de voir Myles Garrett s'amener là dans une équipe qui était déjà, il faut le dire, très, très bonne. Là. On était à pas grand-chose de battre les Seahawks, là, on va se le dire. C'était une équipe qui, si ça passait les Seahawks, ça gagnait le Super Bowl. Fait que c'était un peu ça, je te dirais. Attends, les Pats étaient là. Les Pats étaient là. Ouais, les Pats étaient là. Oui, ça n'a pas été facile, là, quand même, les Pats. Ils ont été sur le terrain, ils ont entendu Bad Bunny, mais à part ça. Ah non, mais ça se passait dans la section ouest de la nationale l'année passée. C'était comme. Qui des Seahawks ou des Rams passaient vers le Super Bowl, à mon avis, il n'y avait pas grand chance que les Pats passent au travers. Mais en bout de ligne, là, ça les met soudainement, entre guillemets, favoris pour gagner le Super Bowl, parce que là, tu as le joueur par excellence, Matt Stafford d'un bord, puis tu as le joueur défensif par excellence qui arrive pour épauler déjà une défense qui n'était pas si pire. Puis en plus, on a ajouté des demi-défensifs pendant la saison. Tu sais, on a vraiment été assez intelligent pour dire c'était quoi nos faiblesses,
On avait des faiblesses dans la tertiaire. OK, on est allé signer des agents libres, on est allé faire des échanges. On a modifié ça dans la tertiaire, puis on est allé faire l'échange, méga échange de Myles Garrett. Puis là, soudainement, tu as Aaron Donald qui veut peut-être revenir au jeu. Il montre des vidéos d'entraînement, puis tu dis, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe à LA? Puis là, les yeux se sont tous tournés vers ça. Puis pendant ce temps-là, ben, les Seahawks, eux autres, ils font leur travail. Puis je peux te dire que ça, c'est le genre d'affaires que, tu retiens dans un vestiaire. Là. Les Seahawks, soudainement, tout le monde parle juste des Rams. Il n'y a personne qui parle des Seahawks. Puis on pourrait en parler plus tard, mais les Seahawks sont quand même une très bonne équipe. La section ouest de la nationale, je le répète, là, c'est une lutte à finir entre deux équipes. Là. Puis on n'a même pas parlé de San Francisco qui risque d'être dans le portrait encore, ils sont toujours là. Puis, mais j'imagine juste être un joueur de l'unité offensive des Cards de l'Arizona en ce moment. Comment que ça doit être nice en ce moment comme sensation, là. Non, c'est Attends, ça. pense à Mendoza qui vient d'arriver dans la ligue, quoi. Non, Jeremiah Love, le porteur de ballon des Cards là, qui vient d'arriver, lui, là, qui joue à Notre Dame, qui a tout pété. Là, il va affronter les Seahawks et les Rams 2 fois. J'ai hâte de voir comment que ça va aller, mais je ne suis pas sûr que ça va aller aussi bien que dans le collège. Puis bien, écoute, tu parlais de Donald vite, je reviens là-dessus. C'est quand même, j'ai dit ça, puis on a vu Philip Rivers revenir l'an passé, là, mais de voir un gars sortir de la retraite après 2 ans au complet sans jouer, surtout à une position comme plaqueur défensif, ce serait assez spectaculaire. Dans l'éventualité où est-ce que Donald revient, puis de plus en plus, c'est un peu le feeling qu'on a que ça va finir par arriver. Tu t'attends quoi comme genre de saison d'Aaron Donald s'il revient au jeu cette année? Écoute, pas mal les choses, Philip Rivers. J'espère que ça va aller un peu mieux que Philip Rivers avec ses ballons, avec certaines mains. Hey, il a failli battre les Seahawks quand même. Hein? Je le sais, c'est incroyable. Non, mais bravo à Philip Rivers, mais on va remettre en doute la puissance de son bras. Oui, mettons, là, pour que c'est son dernier tour de piste. Fait que, je pense qu'Aaron Donald, ça risque d'être une plus belle histoire, d'une certaine mesure, parce que ce qui va être meilleur que Philip Rivers, je pense sincèrement qu'à la position de placard, il risque de faire. Oui, moi je pense que oui. Dans la shape qu'il était, c'est pas le gars qui a pris sa retraite trop tard, Aaron Donald. Là. C'est le gars qui l'a pris plus tôt que tard. Il s'est pas accroché, Aaron Donald. Fait que moi, je pense que si. 11 enfants. Juste ça, man. Ça prend une psychanalyse. C'est le corps, ça, hein? Juste ça, ça prend une psychanalyse. Comment il a fait pour passer à travers élever 11 enfants? Moi, j'en ai élevé 2, puis je peux dire que je ne suis pas fâché quand ils sont arrivés à 21 ans. Là. J'aurais pas recommencé pour un autre 20 ans. Mais ceci étant dit, on blague évidemment, mais s'il s'ajoute, il va s'ajouter à déjà un bon groupe. Il n'y aura pas besoin de tout faire. Ça va être un rôle, je te dirais, où il va probablement avoir des snaps, qu'on va compter ses snaps, il ne sera pas sur le terrain tout le temps. On a suffisamment de talent sur cette ligne défensive-là pour alterner. Fait que, il va être frais et dispo, puis c'est un gars qui va être là dans des situations, mais il ne sera pas sur le terrain, je pense, 100% du temps. Là. Fait que, je pense qu'il risque, s'il fait un retour, d'avoir un succès dans le temps qu'on va lui donner sur le terrain. Puis surtout que c'est un gars qui avait tellement une éthique de travail exemplaire. Puis tu sais, je suis sûr, puis tu sais, on le connaît pas personnellement, personne, là, à moins que je me trompe, là. Mais écoute, je pense que ce gars-là n'a pas lâché le gym du jour au lendemain quand il a pris sa retraite la première fois, là. Non, il n'y a personne qui fait ça, puis surtout pas un gars comme lui, là, Puis d'ailleurs, il a posté des films d'entraînement. Moi, je ne les ai pas vus tant, là, mais je suis sûr que vous les avez vus. C'est vrai que c'est phénoménal de voir ça aller. Là. Le gars est en shape solide. Là, la meilleure shape qu'il aura jamais été dans sa vie. C'est ça, tu peux pas genre décider dans 2 mois de te remettre dans une shape de mer. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment arrêté entre. C'est un phénomène physique aussi au niveau de la rapidité de l'explosion jumelé à la force que tu n'as pas vu souvent. Puis c'est ça. C'est lui, c'est le marteau, là, c'est pas le clou. Là, quand il frappe, ça fait mal. Là. Donald, je me souviens toujours c'est Matthew Stafford qui racontait ça au podcast des frères Kelsey, qui raconte la fois où est-ce qu'il y a un enfant, rêve d'enfant qui vient faire un tour. Son rêve, c'était de passer une journée avec Aaron Donald, puis Donald, il l'amène. Il vient de se remettre du cancer, il est en rémission, puis Donald l'amène avec le complexe d'entraînement des Rams, puis il dit, on va s'entraîner un peu, puis Stafford, il fait ses petits exercices sur le bord, puis il arrive. Il va voir Donald puis le kid est en train de vomir dans une poubelle parce que pendant que Donald est en train de faire des curls puis tout, puis Stafford dit qu'est-ce que tu fais, man? Donc, tu vas être Eddie, il faut que tu t'entraînes comme Eddie, on va se calmer un peu.
Fait que, ouais, D'accord. je suis pas On inquiet peut pour pas sa remettre en forme doute son physique, intensité, si je comprends je suis bien. pas- Là, hein. Je suis pas inquiet pour sa forme physique, mettons. Impossible. Ça, c'est complètement fou, cette histoire-là. Ah, mon Aïe, aïe, aïe. Les kids, il se fait inviter. Journée de rêve. Ça finit au-dessus d'une poubelle, tu sais. Il y avait quel âge? Il y avait quel âge, le kid? Ah, je suis un ado, genre, je dirais 14-15 ans, je pense. Ah, mon c'est ça Dieu. que la fin de raconter. Confirmé que ça rappelle Peu encore. Il importe la oubliera jamais c'est réponse, cette sûr peu que- journée. importe la c'est sûr réponse, que- c'est correct. C'est l'orgueil qui l'a poussé à vouloir s'entraîner. Ben Ça oui. a Ben, rien moi, à ça, voir je vais vous ramener quand j'étais au collège là, ou à l'université. Là. Je vais me rappeler toute ma vie. Le premier entraînement, il fallait arriver là à 5h30. Puis c'était un entraînement de 6 à 7. C'est dans un gym. Là, puis c'était le off-season. Puis là, quand je suis arrivé, pour le premier entraînement, il y avait comme 4 poubelles dans les 4 coins de la piste puis du centre d'entraînement où on était. Puis comme, pourquoi il y a des poubelles? Puis là, il y en a un qui a dit Tu vas comprendre dans pas long. Puis, man, il y avait, à toutes les à peu près 10 minutes, tu avais un gars au-dessus de la poubelle. Ça, c'était le dur premier retour à la réalité. Tu fais partie de ce monde-là. Aïe, aïe, aïe. Mais fait que, oui, Aaron Donald, pour terminer sur les Rams, s'il revient, qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas, je pense qu'on peut le dire, là. Les Rams sont équipés pour veiller tard à toutes les positions. Ils sont su se renouveler. C'est pour ça que je parlais beaucoup du GM Lesney, parce que, tu sais, à travers toutes ces années-là où ils n'ont pas eu de choix de première ronde, ils ont multiplié les bons choix de troisième. Tu sais, puis, tu sais, leur line-up, quand tu regardes ça, tu vois plusieurs choix de troisième ronde qui sont des joueurs qui sont maintenant très importants dans leur équipe. Fait que, je pense que les Rams, s'ils restent en santé, puis que Matt Stafford, son fameux dos reste en santé, ils sont équipés. Là. Faudrait que Puka Nacua arrête de faire des niaiseries aussi un peu, peut-être. Aussi. Écoute, on a eu une saison morte assez occupée et tout, puis on a eu on a eu une saison aussi l'an passé où il y a des très bonnes équipes, ont une saison un peu décevante. Les Chiefs en particulier, après des années à être extrêmement compétitifs, à être la classe de la NFL, même une saison un peu de recul, même Patrick Mahomes qui s'est blessé en fin de saison. Là, on sent quand même un petit vent d'optimisme autour des Chiefs en ce moment. Est-ce que tu partages cet optimisme-là pour les Chiefs? Je partage l'optimisme. Est-ce que je pense que les Chiefs vont être de retour immédiatement? J'ai hâte de voir. Parce que Patrick Mahomes s'est quand même déchiré 2 ligaments dans le genou. Là. Ouais. Fait que, est-ce qu'il va revenir immédiatement à son retour au jeu s'il est là la semaine 1? Le Patrick Mahomes qui était avant de se blesser. Ça, c'est la première des choses que j'ai hâte de voir. Il va sûrement y avoir un processus là, pour lui là, de réadaptation à jouer au foot puis de ne plus craindre son genou. On verra bien. Ça, c'est la première des choses. Puis je te parlais de 2 demi-défensifs qui sont partis du côté des Rams. Bien, eux, on les a perdus, ces demi-défensifs-là. Tu sais, on dirait que les Chiefs, ils n'ont aucune... comment je cherche mes mots, là, mais pour l'évaluation de l'adversaire, ils disent, nous autres, on s'en fout. Là. Ça n'a pas une grande valeur monétaire pour eux de demi de coin. Il y a mieux les laisser partir puis mettre des jeunes. Fait que, ils vont devoir se renouveler dans le tertiaire. Chris Jones, il est rendu où? Là? Il va être encore le Chris Jones dominant pour une dernière année? Travis Kelce, même chose. Il revient, mais est-ce que c'est le Travis Kelce qu'on a connu il y a 2-3 ans? Je pense pas. J'ai mes doutes quand même pour les Chiefs, surtout qu'ils sont dans une section avec les Broncos, qui ont une super défense. Les Chargers, évidemment, qui, pour moi, c'est une très bonne équipe. Fait que je pense que les Chiefs vont être définitivement... Patrick Mahomes revient, c'est une super bonne nouvelle. Est-ce qu'ils vont devenir des Chiefs dominants, qui vont dominer leur section comme ils l'ont fait année après année? Moi, je pense pas que ça va être le cas l'année prochaine. Puis surtout que l'attaque aérienne l'année dernière, avant même la blessure de Patrick Mahomes, montrait des signes quand même assez inquiétants. Là, on n'était pas vraiment au diapason dans l'unité offensive. Puis, tu sais, oui, Kenneth Walker, on l'a ajouté comme porteur de ballon, mais on a quand même Rashee Rice qui fait encore des bêtises, lui aussi. Tu sais, Xavier Worthy qu'on commence à se dire que c'est pas le Tyreek Hill qu'on pensait qu'elle allait devenir Taquan Thornton aussi, qui a même pas fait une saison de 500 verges. Donc, même l'attaque aérienne reste la même que l'année passée. Donc, comment qu'on peut penser qu'il pourrait être meilleur de ce qu'on a vu l'année dernière? Là? Je suis tellement d'accord. C'est ça, l'autre chose. C'est que tu regardes le groupe de receveurs, j'ai parlé de Travis Kelce, mais c'est pas un groupe qui fait peur tant que ça. Là. Ça reste à prouver. Là. Puis, tu sais, Kenneth Walker arrive dans le champ arrière.
c'est clair que c'est une bonne nouvelle. Puis je pense qu'il va en capter pas mal des passes plus qu'on pense parce que, tu l'as dit, ce groupe de receveurs-là, même si ils sont tous là, je pense pas que c'est le meilleur groupe de receveurs de la Ligue en ce moment, loin de là. Fait que, tu sais, ça reste à prouver pour moi du côté des Chiefs. Ça, c'est garanti. On n'a même pas parlé de la ligne à l'attaque. On a un excellent groupe à l'intérieur, mais les coins de la ligne à l'attaque, on se pose des questions là, à l'arrivée de la saison. T'as Patrick Mahomes qui va être en arrière avec 2 ligaments déchirés, réparés. C'est comme de dire que ouais, les Chiefs s'en vont vers une saison de 14 victoires, 13 victoires. Moi, je pense pas que ça va être le cas. Je pense que c'est ici, on en jasait beaucoup, hein, que les Chiefs, pas l'année dernière, mais celle d'avant, ils trouvaient quand même des manières de gagner leur maudite game. Finalement, on a-tu juste épuisé toute la magie noire l'année passée? Je pense qu'il y a quand même il y a moins cette aura-là. Puis ça a commencé au Super Bowl contre les Eagles, tant qu'à moi, là. Que l'aura Chiefs invincible qui arrivent sur le terrain puis qui ont déjà gagné avant même de faire leur warm-up, là. Tu sais, c'était un peu ça, les Chiefs, là. Tu sais, il y avait un aura autour d'eux que c'était comme on gagne peu importe. Puis c'est pour ça que, pas l'an passé, mais l'année précédente, il avait gagné, je ne sais pas trop combien de victoires, mais il y en avait combien qui c'était par moins d'une possession. Ils gagnaient toutes les games serrés parce que c'était une équipe qui avait appris à gagner. Ouais. Puis là, soudainement, ils sont arrivés contre les Eagles, se sont fait exploser. Puis, parlez-en à Patrick Mahomes, là, qui revalait le cul par-dessus tête, assis de tout bord, de tout côté. Mais c'était ça, là. C'était ça, là. Puis après ça, ça n'a jamais été comme pareil. Et je pense que là, ils sont à rebâtir cette aura-là. Mais soudainement, les équipes de l'autre côté qui arrivent n'ont plus l'impression que c'est perdu d'avance que ce qu'affrontent les Chiefs. Moi, c'est ce que j'allais dire. Leur division, on la voit, leur division est redevenue aussi plus féroce. Là, les Broncos ne se laissent plus marcher ses pieds comme ils le faisaient. Les Chargers, c'est l'équipe qu'on dirait qu'on ne sait jamais sur quel pied ils vont danser. Là. Mais reste qu'eux aussi ont trouvé la façon de les vaincre, les Chiefs. Bon, les Raiders, c'est une autre histoire. On s'en dit que s'il y en a bien une qui reste à prouver, c'est eux autres. Mais reste que leur division est devenue féroce pour vrai. Là. Oui, bien c'est ça. C'est une section qui est quand même bien meilleure qu'elle a déjà été. Avant, c'était la section des Chiefs. La saison commençait, puis les Chargers, Vegas, puis, excuse-moi, les Broncos, il n'y a pas plus tard, maintenant 3 ans, ils n'étaient même pas dans le portrait. Là, là, ils sont tous de retour dans le portrait depuis une couple d'années, à part Vegas, évidemment. Ça, on en parlera plus tard. Bon, je pense qu'on a pris des pas dans la bonne direction du côté de Vegas, mais ça va rester un processus là, à accomplir. Là, on n'est pas rendu... Là. Moi, ce que je retiens surtout, puis ça a été annoncé hier, mercredi, l'organisation a dévoilé des nouvelles images de leur futur stade qu'ils vont faire pour 2031. Puis moi, ce que je pensais en voyant ça, c'est habituellement, quand tu construis des stades dans des milliards de dollars, tu vas avoir une bonne équipe immédiatement pour commencer. En 2031, là, Patrick Mahomes va avoir 36 ans. Travis Kelce va être à la retraite depuis un nombre d'années. On ne sait même pas si Andy Reid va être encore là. Fait que j'ai hâte de voir que si, mettons, cette saison-là, on continue de faire peut-être une marche latérale, mettons, au lieu de faire des pas par en avant, à quel point on va commencer à stresser pour 2031 parce qu'on va vouloir avoir une bonne équipe quand le nouveau stade va ouvrir. Là. Non, c'est clair. C'est clair que quand tu... Ouais, c'est drôle à dire, mais tu sais, les Bills qui vont changer de stade cette année, moi, tu sais, je pense qu'il y a eu une fenêtre d'opportunité pour eux. Ils vont être encore bons, là, mais tu sais, est-ce que les Bills ont manqué leur fenêtre d'opportunité à l'arrivée dans leur stade? Je comprends que Josh Allen est en pleine forme et ils vont avoir une bonne équipe, mais ils ont passé tellement à travers des bonnes années et des bonnes chances. J'ai bien hâte de voir comment ça va se traduire maintenant que les Pats sont de retour dans le portrait un petit peu dans leur section. Mais peu importe, je déborde du sujet. Pour les Chiefs, dans 5 ans, c'est clair que de prédire ce qui va se passer avec l'âge que tu viens de mentionner de Patrick Mahomes, bien là... c'est up in the air un petit peu, puis ça va prendre une job de GM, ça va prendre Andy Reid qui va avoir à cet âge-là. Quel âge il va avoir rendu là? Il va être dans 70 ans au-dessus. Commençons par essayer d'avoir une saison pour plus de 500 pour les Chiefs cette année. On commence avec ça, je pense. Il va avoir 73 ans pour les fins mathématiques, il va avoir 73 ans dans 5 ans. Ouais, c'est ça. C'est dire que le stade va servir à juste remplir des shows de Taylor Swift. That's it. That's it. Non, mais écoute, tu parlais des Pats, on va en glisser un mot parce qu'eux aussi ont fait une grosse transaction pendant la saison morte. On a fait l'acquisition d'A.J. Brown en provenance de Philadelphie. Bon, sur le show, j'en ai déjà longuement parlé. Je doute qu'A.J. Brown est encore
le receveur élite qui était dans ses dernières années à Tennessee et surtout ses débuts à Philadelphie. On sentait que la relation entre lui et Jalen Hurts c'était un peu usée à la fin de son séjour à Philadelphie, mais c'est en quoi pour les Pats après cette saison-là où est-ce qu'on a surpris un peu tout le monde et finalement pendant l'été on a juste parlé de ce qui se passe avec Mike Vrabel, sa situation hors terrain puis l'acquisition d'A.J. Brown qui au final a un peu changé le discours. On a enfin donné un receveur numéro 1 à Drake May, mais à quoi on s'attend pour les Pats en vue de la prochaine saison et pour A.J. Brown aussi par la fin? Ben, les Pats sont allés au Super Bowl. Là, de penser qu'ils vont répéter, je pense que ça va être moins bon que l'an passé, personnellement. Je pense pas que c'est les Pats qui s'en vont au Super Bowl. Ce ne sera pas mon choix, en tout cas, au début de saison. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé de leur calendrier facile, puis la réalité, c'est que c'est vrai. Après ça, ils ont eu la chance quand ils sont arrivés contre les Broncos. Carr s'est blessé en début de match. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont arrivées pour les Pats, pour les propulser vers le Super Bowl. Fait que, en bout de ligne, je te dirais, excuse-moi, je reçois des textos. Ça m'apprendra à faire ça sur mon cellulaire. Une erreur de vieux, tu sais. Fait que j'étais où avec ça? Ah, les Pats. Ben oui, les Pats. Oui. Fait que les Pats, je pense que les Pats vont être relevant, ça, c'est sûr. C'est fini les années où je pense qu'ils sont dans le bas de classement de leur section. De toute façon, avec Miami qui est en reconstruction totale, avec les Jets qui restent les Jets, tout le temps les Jets, avec Geno Smith, je pense qu'on va compétitionner encore avec les Bills pour le premier rang de notre section. Mais ça va être une saison qui va être beaucoup plus difficile. Le calendrier, à mon avis, va être beaucoup plus difficile pour les Pats maintenant qu'ils sont qui ont des finalistes du Super Bowl. Puis A.J. Brown, je suis d'accord avec toi. L'affaire de Vrabel, je ne sais pas ce que ça va donner. Là. C'est sûr que c'était une distraction, mais au moins c'était une distraction tôt là, dans la saison-là. Là, si les journalistes le laissent tranquille avec ses histoires de famille, ben, peut-être qu'on va passer un autre appel dans le vestiaire aussi. Fait que ça, je ne suis pas tellement inquiet. Puis A.J. Brown, je veux juste qu'il ne soit pas genre un cave, là, un peu comme il faisait avec les Eagles. Puis je pense pas qu'on va le laisser faire ça avec les Pats. J'étais même surpris qu'on le laisse agir de la sorte dans l'organisation des Eagles de Philadelphie, là, mais le no-nonsense, là, s'il vous plaît, là, genre commence par juste être un gars hyper d'équipe, soit un bon coéquipier. Je pense qu'il y a encore du talent là, du côté des Brown. C'est clair que plus tu vieillis, plus tes attributs physiques ont tendance à te laisser t'abandonner un peu, si on veut, en tant qu'athlète. Mais je pense qu'il y a encore une bonne année de football devant lui. Puis Drake May, puis lui, ça a l'air jusqu'à présent, ce que Drake May dit, que la chimie est bonne, qu'il a une bonne attitude, qu'il adore la façon dont il est capable de s'ouvrir sur des tracés. Puis une chose est sûre, c'est un gars, une fois qu'il a le ballon dans les mains, J. Brown, ça reste un gars dangereux. Là, c'est un joueur quand même complet à la position de receveur de passe. C'est un gros bonhomme physique. Fait que s'il s'implique et il est investi, je pense qu'il peut donner du bon foot aux Pats. Là. As-tu des suggestions romans à lire sur les lignes de côté au cas où que? Ou En fait, non, mais moi, je suggérerais qu'on confisque toute la librairie au complet d'A.J. Brown en début de saison. Comme ça, il ne pourra pas amener de livres ces lignes de côté pour commencer. Là. Mais tu sais, on s'entend que Mike Vrabel l'a déjà coaché, Mike Vrabel le connaît son attitude. Ouais. Je pense que ça n'a pas été fait au hasard non plus. Clairement, il a donné son accord avant qu'il joigne l'équipe. Puis je pense qu'il doit avoir, d'après moi, son banc là, tout juste à côté du bureau de Vrabel. D'un coup, qu'il arrive quelque chose, là, il doit être assez prêt à le gérer. Là. Mais c'est un très bon point que tu amènes parce que rappelons-nous, là, lors du repêchage qu'on a échangé A.J. Brown, là, la réaction de Mike Vrabel dans la War Room des Titans. Là. S'il avait pu tuer, étrangler son directeur général sans être condamné, emprisonné, il l'avait fait. Là. Il était fâché. Là. Hey, il était en tabarnouche, là, les boys. Ça n'avait pas de bon sens. Fait que c'est clair que ça, A.J. Brown s'en rappelle et qu'il va vouloir jouer pour un Mike Vrabel, peut-être plus qu'il voulait jouer pour un Sirianni qui est plus peut-être une face à claque, on va dire ça de même. Là. Écoute, Vrabel, je m'en souviens très bien en tant que fan des Titans, je me souviens très très bien de cette fois-là. Écoute, c'était dans les jours avant Vrabel qui était sur un podcast puis qui avait dit tant que je suis le coach des Titans, A.J. Brown ne sera pas échangé. Puis on sait que les deux étaient vraiment vraiment proches. Fait que oui, toi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va. La relation entre les deux risque d'aider, du moins de calmer un peu A.J. Brown dans ses folies de diva de receveur numéro 1. Ouais, puis tu sais, une chose aussi, tu sais, on a quand même.
on risque d'avoir une meilleure ligne à l'attaque. Là. On a bougé notre garde à gauche recrue, on l'a amené à sa position naturelle centre. On a signé je pense que c'est Vera Tucker, je n'ai pas les noms devant moi, mais je pense qu'on a signé un très bon garde étoile. Campbell peut pas être pire, j'imagine qu'il va s'améliorer après un an de plus d'entraînement dans la NFL. Non? Puis en plus, il n'a pas eu une bonne saison. Mais tu sais, ce côté gauche-là, qui était vraiment une faiblesse, on s'en est rendu compte au Super Bowl, au moins, ça risque d'être pas mal mieux là, pour Drake May. Ouais. Juste ça, tu sais, dans la ligue, dans la NFL, dans n'importe quelle ligue de football, tu peux bien avoir le meilleur receveur au monde. Là. Si ton carrière n'a pas le temps, là, ben, tu ne pourras pas être à ton meilleur. Drake May, en plus, il est mobile. C'est un gars qui a une belle présence dans la pochette. Il y a un alertness que pas tous les corps ont pour souvent éviter la pression. Puis là, si en plus, tu rajoutes une ligne à l'attaque qui est meilleure, ben, soudainement, A.J. Brown pourrait connaître une bien meilleure saison, assurément, que ce qu'il a connu l'année passée avec les Eagles, c'est-à-dire une très mauvaise. Là. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Restons, là, on parle d'A.J. Brown, on va rester dans l'Est de la nationale. Une équipe qu'on aime peut-être trasher un peu, on ne sait jamais comment les évaluer, les Giants de New York. Ça semblait aller semi-correctement avec Scalaboo puis Jackson Dart la saison passée. Et mon Dieu, jusqu'à ce que les deux se blessent de manière absolument horrible. Si on checkait un calcul de Scalaboo, de quoi ça avait de l'air après. Je veux dire, ces saisons-là, c'était-tu juste une sorte de feu de paille ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner là, à partir de l'année prochaine? Mon Dieu. À partir de l'année prochaine, c'est une équipe de 4 victoires. Il y a quand même les Eagles qui sont là, les Cowboys qui, à mon avis, risquent d'être d'être encore meilleurs que l'an passé. L'année passée, c'était 7 victoires, 9 défaites. Ça va être une progression assurée parce que tu amènes John Harbaugh, tu amènes du leadership, tu amènes une identité. Ils sont allés chercher des vétérans accomplis, certains gars qui arrivent de la culture Ravens aussi. Fait que c'est entouré un peu de ces poteaux là, pour avoir des voix, si on veut, dans le vestiaire. Puis tu as nommé là 2 jeunes qui vont revenir de blessure, mais que c'est des 2 jeunes quand même qui ont montré de très belles choses. La défensive, on a ajouté certains joueurs, on a un changement de coordinateur défensif. C'est que ça va être. Tu sais, je te dirais, 4 victoires, non, là, on va monter, mais si on joue pour 500 là, ou plus, là, du côté, on ne peut plus jouer pour 500. Là. Mais en bout de ligne, je te dirais, si on va chercher du 8-9 victoires pour les Giants, je pense qu'on va pouvoir parler d'une belle progression pour eux. Là. Je ne pense pas qu'on s'attend soudainement de faire d'une équipe de 4 victoires une équipe qui va participer aux éliminatoires. Je ne pense pas qu'on rêve en couleur à ce point-là. Puis je pense que ça ne sera pas le cas non plus. À moins que tu me dises qu'il y a un match nul, finisse 8-8 et 1. Là, on va dire. Oh, un match nul, c'est vrai. Il peut avoir encore une nulle. Moi, ce que j'aimerais voir du côté des Giants, dans quel état d'esprit que justement Jackson Dart et Cam Scalaboo vont arriver pour cette saison-là, parce que on aime leur personnalité, ça amène, son brash, ils n'ont pas peur d'afficher leur personnalité, puis ça leur donne quand même une certaine identité pour les Giants de New York, mais on sait aussi que leurs qualités sont un peu leurs défauts, dans le sens que sur le terrain, ils ne savent pas se protéger. Puis là, pas plus tard que la semaine dernière, tu as encore Cam Scalaboo qui faisait des backflips sur un stage. On dirait qu'on n'apprendra pas de nos erreurs, même après les blessures qu'ils ont eues la saison passée, là. Ouais, c'est quand. Des fois, tu te dis, tu peux pas changer. Genre, le gars, c'est son esprit compétitif qui l'a amené là. Fait que tu veux pas essayer de changer ça, mais en même temps, tu peux être compétitif, tu peux être un gars hargneux, mais tu n'es pas obligé d'être un débile. Tu n'es pas obligé d'être le gars qui agit de façon inconsciente, surtout à la position de corps. Tu sais, Jackson Dart, il faut absolument qu'il apprenne à baisser, à sortir en ligne, à glisser, à ne pas baisser la tête quand il arrive devant des secondaires de ligne de la NFL s'il va avoir une longue carrière. Tu sais, il n'y a pas un corps qui est capable de survivre à ça, à part si c'était Josh Allen, Ben Roethlisberger, des mastodontes. C'est pas le cas de Jackson Dart. Puis, je le voyais aller des fois dans des matchs, j'étais comme, OK, je comprends, là, mais là tu peux pas. Là. Tu sais, ça, c'est la chose première qu'on doit absolument lui enseigner. C'est correct d'essayer d'envoyer un message à tes coéquipiers comme quoi tu n'abandonneras jamais. C'est une autre histoire d'essayer de montrer ce message-là puis pas être disponible la semaine d'après parce que tu as une commotion cérébrale. Est-ce que c'est-tu l'ancien fullback qui parle en ce moment, là? Ah, ben j'en ai fait assez de commotion pour te dire qu'à un moment donné, là,
quand tu baisses la tête, c'est à tes risques et périls. C'est impossible, tu vas gagner 100% des guerres. Ah non, Impossible. Il y en a que même tu as l'impression de les avoir gagnés, mais tu as quand même fait une commotion, mon chum. Fait que, c'est pas pour rien qu'on essaie d'arrêter les contacts à la tête, puis il faut juste que Jackson Dart ne fasse pas exprès pour aller les chercher. On va te dire ça de même. Ouais, ben clairement, tu le regardes jouer, puis tu te dis qu'il prend ces trucs de Scalaboo directement. Là, les deux, tu les vois rentrer dans les deux. C'est deux gars qui ont l'air d'accepter que dans 3 ans, leur carrière est finie. Là. C'est ça. Fait que tu peux pas bâtir ton attaque autour de deux gars qui seront peut-être. Parce qu'ils disent toujours best quality is availability. En anglais, la meilleure qualité, c'est la disponibilité. Il faut que tu sois disponible. Pour être disponible, il ne faut pas que tu sois toujours dans la salle de physiothérapie, man. Tu ne fais pas l'équipe pendant que tu arrêtes de te faire traiter avec de la glace. Là, fait que ton duo de jeunes, dynamique du côté des Giants, ils ont vraiment l'esprit de compétition. Scalaboo, tant que moi, est un peu plus de notre case. Là. Quand je le regarde, là, des fois, je me dis, mais il est adorable. Là. Je veux dire, tu as le goût de se faire une caresse, puis tu veux que ça soit ton coéquipier, mais je ne me rappelle plus qui disait ça, mais il arrivait dans. Il était en train de faire une entrevue, puis à un moment donné, t'entends en arrière dans l'entrevue un cri de débile mental. Tu sais. C'était pas loin du vestiaire des Giants, puis le gars il dit « that's Scalaboo ». Écoute, c'est simplement la norme maintenant à New York. Hey, t'as apporté sur un bon point, on jasait de la position de fullback. Puis tu sais, je sais que c'est plus compliqué que ça, puis tu sais, d'avoir les droits de ça, mais quand il y a potentiellement une game des 49ers, c'est assez dur pour RDS. T'as-tu ton petit mot à dire pour pouvoir checker Kyle Juszczyk peut-être une dernière fois ou deux, là? J'aurais tellement aimé être aussi bon que Kyle Juszczyk, parce que lui, c'est comme l'exemple parfait de la polyvalence totale, là, genre. Capable de te faire... Ben, en fait, c'est un George Kittle qui joue dans le champ arrière un peu, là, si on veut. Là, c'est comme des gars qui sont des receveurs de passes jumelés à des blocs dans les meilleurs bloqueurs de la ligue. Puis, fait que c'est un exemple de tout ce que tu veux avoir d'un fullback. Il est complètement tout sauf unidimensionnel. Fait que tu peux le mettre sur le terrain dans toutes les... Tu peux le mettre, court, tu sais. Contrairement à tous les autres fullbacks dans la ligue où ils sont souvent là dans des situations où tu es en train de loader le box pour aller chercher des verges après des verges dures, difficiles à gagner, bien, Juszczyk, c'est un gars de tous les instants. Puis, tous ceux qui jouent fullback, là, qui nous écoutent, là, ben, allez voir des films de ce vieux-là, parce qu'il est rendu quand même assez vieux. Puis prenez exemple de ce que vous devez devenir à cette position-là. C'est le joueur que tu vas avoir à cette position-là. Avant qu'on enregistre le podcast, on avait dit en joke que l'enregistrement d'aujourd'hui avec Bruno, on va juste prendre 30 minutes, on va regarder des highlights de Mike Alstott puis juste react des highlights de Mike Alstott. Avec les fameux neck rolls. Ah oui. Là, puis écoute, tu parlais de fullback, c'est une position avec le fait que la NFL est plus axée sur la passe maintenant, un peu moins glorifiée maintenant, on en a beaucoup moins. Il y en a-tu un plus jeune que tu vois tranquillement pas vite qui commence à s'installer, tu sais, que des fois juste avec ton œil, il est probablement plus attiré vers ça que nous, que moins attiré par ça avec nos fantasy. Là, ça c'est pas payant en fantasy un fullback, mais il y en a-tu un que tu vois des fois de temps en temps que tu dis « Ah, celui-là, il y a peut-être du potentiel qui pourrait éventuellement s'établir comme le prochain Kyle Juszczyk. » Ouais, je suis en train de... C'est Gillum, c'est ça, exactement. Reggie Gillum, celui des Bills de Buffalo qui est maintenant avec les Pats. Puis c'est pas étranger là, à s'en arriver. Le fait justement qu'on veut se solidifier. Tu sais, je parlais de la ligne à l'attaque qu'on avait arrachée. Et Gillum, c'est peut-être un des meilleurs gars en protection de passe à la position de centre arrière de toute la ligue au complet. Tu sais. Fait que ça, c'est un gars que je te dirais en ce moment représente une. Je ne sais pas son âge exactement, là, mais je suis pas mal sûr qu'il est moins. Il est moins vieux qu'Juszczyk, presque. Oui. Je pense que c'est l'an passé qu'ils l'ont relâché avant de le signer, là, parce qu'il est rendu en fin de carrière. Là, je veux dire, il arrive à la fin plus qu'au début. Mais premier exemple qui me vient en tête, c'est ça. Un gars qui m'a impressionné au max, c'est celui qu'on est allé chercher avec les Giants, Ricard. Là, je veux dire, évidemment, mais lui, c'est complètement un autre patente. C'est que c'est un ancien D-line qui joue centre-arrière. Tu vois pas ça souvent, un gars qui est assez agile à 300 livres pour être capable de faire des tracés de passe, aller en protection de passe, constamment. Puis Ricard, il l'a fait. Puis là, c'est pas pour rien. Puis c'est un excellent leader aussi. C'est pas pour rien que Herbert est allé chercher. Mais Gillum, je te dirais peut-être, en ce moment, là, un des centres arrière là, les plus complets. Puis surtout un gars que tu peux mettre sur une protection de passe, puis tu sais qu'il va être là au bon endroit, au bon moment, parce qu'il y a une compréhension de tout ce qui se passe autour de lui. Puis ça, c'est
c'est la qualité première que tu veux, pas juste de ton centre arrière, mais en général de tes joueurs qui sont en protection, parce que quand tu es une fraction de seconde en retard parce que tu es en mode réaction, au lieu d'être en mode « je savais que ça s'en venait, je suis déjà bien positionné », ça fait toute la différence pour faire ta job. Là. J'aime ça. Toujours les petits détails de même, hein, que, même votre équipe RDS, vous êtes toute une gang à avoir joué. Je pense que c'est juste David Arsenault qui est seul qui n'a pas joué au. Oui, mais je l'ai arrosé souvent avec des bouteilles de champagne, lui, par exemple, quand il joue des Alouettes. Fait que il a vécu le vestiaire, man. C'est un vrai de vrai. Dave, c'est un vrai, man. Je l'adore. Man, c'est comme un traditionnel. Les Coupe Grey, les demi-finales, même toute l'équipe. C'est le champagne sur la tête à Dave, man. J'adore ça. Ça pour dire. Une autre grosse question qui s'en vient l'année prochaine. Hein, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce nom-là, Fernando Mendoza, Oui. qui s'en vient être corps arrière à Las Vegas. Pas difficile de voir les comparatifs, la tutelle, l'espèce de travail de pédagogue qui peut être fait par Tom Brady. Je veux dire, toi, personnellement, comment tu vois ça? Comment ça pourrait le guider? Est-ce que ça peut le guider? En fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est déjà commencé. C'est ce qu'on entend, c'est que vraiment, Tom Brady, dès la minute où Mendoza a été choix de première ronde de Vegas, ben, il y a eu un coup de fil de Tom, puis qui se parle régulièrement. Puis, quand même, ça serait juste au niveau de l'attitude que tu dois avoir pour devenir le meilleur. T'sais. Je disais, Tom Brady, là, c'était loin d'être le meilleur athlète de la Ligue. Ouais. Pourquoi il est devenu le meilleur de tous les temps? C'est par son éthique de travail, par le fait que on parlait d'être compétitif. Tu sais, lui là, c'est pas plus compétitif que lui, là, mais c'est pas le genre à baisser la tête comme Jackson Dart. Tu sais. C'est la preuve que tu peux être compétitif sans être obligé de devenir quelqu'un qui fait des stupidités sur le terrain. Tom Brady, c'était pas ça. Et il peut tout enseigner ça à Mendoza pour commencer sa carrière dans la NFL. Fait que c'est un atout incroyable pour Fernando Mendoza. Puis en plus, ben, on est allé chercher Clint Kubiak, qui a fait, on l'a vu, un travail exceptionnel avec Sam Darnold. Fait que moi, je pense qu'en ce moment, Mendoza est très, très bien entouré à Vegas. Pour débuter une carrière professionnelle, c'est difficile de demander mieux que d'avoir Tom Brady dans tes oreilles. Ouais. Puis Clint Kubiak qui s'amène comme entraîneur-chef, qui vient de faire un travail exceptionnel à gagner le Super Bowl avec un corps que... Honnêtement, j'adore Sam Darnold, mais je pense que Fernando Mendoza peut-être va au moins être aussi bon que lui. Peut-être même les attributs pour être meilleurs, tant qu'à moi. Et faut pas l'oublier. En plus, Sam Darnold, quand il est arrivé dans la Ligue, lui, il était très jeune. Mendoza, lui, c'est un gars qui vient d'être coaché à son dernière année à Indiana dans un système très NFL ready. Fait que ça risque d'être du beau travail. Puis en plus, on lui a ajouté Kirk Cousins. Tu sais, il n'y a pas toute la pression tout de suite d'être bon. Là. Il peut apprendre tranquillement, pas vite. Puis là, je dis ça, puis checkez bien ça. Semaine 1, il va starter, là. Mais je pense pas que c'est le plan, les boys. J'espère que c'est pas le plan. C'est sûr que les tout premiers choix au repêchage, on a tendance à les envoyer dans la mêlée rapidement, là. Mais je pense que si Kirk Cousins peut juste donner une couple de semaines de plus là, avant qu'on lance Mendoza dans la mêlée à Fernando, ça ne peut pas lui nuire. Là. Écoute, tu sais, je pense que Las Vegas ont aussi le cadeau que les Ravens de Baltimore ont un peu fuck up leurs affaires en allant chercher Max Crosby, qui finalement ne sera pas un membre des Ravens, qui revient à Las Vegas aussi. Même s'ils ne seront pas sur le terrain en même temps, juste aussi avoir Max Crosby qui incarne les Raiders de Las Vegas pour Fernando Mendoza, tu sais, ça sera certainement une présence rassurante pour lui dans le vestiaire sur le day-to-day. Tu sais, Tom Brady, il est là, oui, mais il n'est pas sur le terrain, il n'est pas dans le vestiaire à temps plein. Tu sais, Max Crosby va avoir un grand rôle à jouer là-dessus là, pour son intégration. Oui, un rôle de leader, en fait, dans cette équipe. Là, je pense que c'est les leaders incontestés. En tout cas, sur le terrain, la façon dont il joue, et j'imagine que ça doit être un leader vocal aussi, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir la langue dans sa poche. Fait que c'est un gars qui... dans le vestiaire, doit être une présence. Là. C'est clair. Pour Vegas, si on veut se remettre sur les rails, connaître une saison, je te dirais, décente, ben Max Crosby doit prendre son rôle de leader en premier rôle. Genre, comme il doit comprendre que c'est lui qui va sonner la charge, pas juste par son effort, mais par son leadership. Puis prendre un Fernando Mendoza sous son aile au niveau du leadership, ben, c'est sûr que c'est primordial. Là. Puis, mais tu sais, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans une équipe de la NFL, là, dans le sens où
Fernando Mendoza va être tellement bien entouré. Là. Je suis convaincu de ça. Là. Puis Max Crosby va faire partie de ça, mais en général, là, dans tout ce qui s'en vient pour Fernando Mendoza, si Vegas fait son ouvrage comme il est supposé d'être fait, son coach de carrière aussi va devenir probablement son confident numéro 1. Puis j'ai pas les noms des coachs en ce moment avec moi, mais je suis convaincu qu'on a pensé à tout ça là, du côté de Vegas. Absolument. Écoute, c'est surtout qu'il va être bien entouré. On sait qu'on a Ashton Genty, Brock Bauer. S'il y a du talent, puis même. Ça, c'est hâte de voir Ashton Genty là, avec. Il n'y avait pas rien pour l'épauler. Là, fait qu'il y a eu une saison, je te dirais, ordinaire, comparativement à ce qu'on avait vu faire au collège. Mais comme porteur de ballon de deuxième année, là, il y en a une couple là, que j'ai hâte de voir, mais Genty définitivement fait partie de ceux-là. Là. Ah, ça va être intéressant. Mais écoute, tu parlais de Clint Kubiak, on a parlé des Seahawks à quelques reprises dans ce show-là. Il faut en parler. C'est quand même les champions en titre. On va les respecter un peu plus que ça. Champions en titre avec une des plus jeunes équipes de la Ligue aussi, d'ailleurs. À quoi on s'attend pour les Seahawks cette saison après cette conquête du Super Bowl? Est-ce qu'on va être capable de reproduire cet exploit-là ou est-ce qu'on s'attend peut-être à une saison un peu plus en recul pour les Seahawks? C'est clair qu'ils peuvent répéter. Puis on a parlé dès le début de notre podcast. En plus, eux, là, c'est comme un peu les gars qui sont relégués, genre à ceux qui deviennent à n'avoir aucune chance parce que les Rams sont allés chercher Myles Garrett. Fait eux autres, en partant au niveau du message de Mike McDonald pour commencer son camp d'entraînement, c'est « Hey, même avec une bague du Super Bowl, on vous donne encore aucun respect. » Fait que déjà là, au niveau de la motivation, c'est réglé. Défensivement, tu as des Pro Bowlers aux 3 niveaux du côté des Seahawks. Tu as une ligne de défense absolument phénoménale. Tu as des demi-défensifs qui sont capables de faire la différence. Tu as le joueur le plus polyvalent, Emmanuel, de la Ligue. Fait que je pense défensivement, on va être encore dans les numéros. On va être encore dans les top 3 ou numéro 1. Puis Sam Darnold, on va se le dire, là, lui, là, il a la bague du Super Bowl, mais il ne doit pas être très content de son Super Bowl. Il n'a pas eu les grandes statistiques, il n'a pas été très bon. Puis ce qu'on entend, c'est qu'il veut montrer à tout le monde qu'il est non seulement capable de gagner un Super Bowl, mais il est capable de faire partie de la solution pour gagner le Super Bowl. Il n'a pas fait la différence dans le Super Bowl. Il a été présent, il a été bon, mais il a complété 19 de ses 38 passes. Il n'y a pas un QB qui va sortir d'un match en se disant « Hey, j'ai complété 19 de mes 38 passes, je suis content. » C'est impossible. À moins que ça soit loser, puis c'est pas le cas de Sam Darnold. Fait qu'il va vouloir revenir avec le couteau entre les dents. Nouveau coordonnateur, c'est ça qui est peut-être la différence. Charrière, on a laissé aller Kenneth Walker, mais je pense sincèrement que s'il y a une chose qui est plus facile à remplacer dans toute la Ligue, là, dans la NFL, c'est un porteur de ballon. Puis je ne veux pas diminuer l'importance des porteurs, mais il y en a tellement des bons, puis il y en a tellement des jeunes bons qui sortent année après année que je pense qu'on va être capable de pallier, je pense, à la perte de Kenneth Walker. Fait que ma réponse, c'est oui, définitivement, les Seahawks peuvent répéter comme back-to-back Super Bowl winner. OK. Mais là, écoute, on va te mettre sur le spot parce que tu as dit, effectivement, avec cette bague de Super Bowl, comme eux autres le mentionnent eux-mêmes, il n'y a pas trop de respect qui se met là-dessus. Notre dernière, pour terminer là-dessus, Bruno Eppel, qui est ton champion du Super Bowl de manière très, très, très hâtive? De manière très hâtive, mais surtout de manière un peu fanatique, je te dirais. Là. Je vais y aller avec les Rams. Là, je vais faire. Non, mais je vais. En plus, je n'avais même pas réfléchi à ça. Fait que c'est vraiment plus qu'hâtif. Là. C'est pour ça que je dis je vais y aller avec mon man crush, là, tu sais. Matthew Stafford. Je vais pousser la question encore plus loin. Face à qui? Face à qui est-ce qu'ils vont l'emporter? Oui, vrai. C'est ça, la vraie question difficile, c'est ça va être contre qui dans l'américaine? Oui, exactement. Contre qui dans l'américaine? C'est sûr que Jesse Minters va être un coach recru, c'est difficile, mais c'est clair que les Rams, pas les Rams, mais les Ravens, c'est une équipe que je pourrais voir là, si Lamar Jackson peut rester en santé, être en finale d'association, c'est clair, net et précis. Faut que je fasse un choix là, les boys. Ça, c'est chiant là, pour vrai. Mais la vraie bonne réponse, c'est que le vrai Super Bowl va être en finale de conférence de la NFC, puis ça va être contre les Seahawks. C'est ça la vraie bonne réponse. Ouais, ben moi, je suis d'accord avec ton affirmation. Je pense définitivement que les deux meilleures équipes, on l'a dit, ça aussi en début de podcast, mais tu sais, tu peux pas aller contre les Rams, tu peux pas aller contre les Seahawks en début de saison. Là. Fait que ça se passe là, puis malheureusement, je sais pas qui va être là pour subir les foudres d'une de ces deux équipes-là, mais ça va subir les foudres.
Il y en aura une. C'est mis encre sur papier, Bruno Eppel, avec la grande déclaration. Grande déclaration. Rams! Vraiment, je prends une grosse chance là, en prenant un Rams. Écoute, Oui. Exact. Gros hot Alright. take. Gros hot take. Déclaration. attendez, je vais lancer mon show. Regardez avec les Cards de l'Arizona. Non! Là, c'est chaud, ça. Un bon vieux Super Bowl Cards Jets en 2026. Là. Ouais, on va juste s'en souhaiter un bon. Et c'est finalement, ben écoute, c'est que de conversations intéressantes, d'anecdotes choc et encore une fois, déclaration encore plus choc d'un champion du Super Bowl. C'était toute une heure de parler de football en plein mois de juillet, surtout de la NFL avec Bruno Eppel. Bruno, merci énormément. On te le dira pas assez de fois aujourd'hui, demain et dans 50 ans d'avoir participé avec nous autres. Hey, C'était si tu super. me le dis encore dans 50 ans, là, ça veut dire que je vais avoir vécu vieux en maudit. Ah oui. Belle intention. Hey, t'as l'air de pouvoir être encore sur le terrain aujourd'hui, là. Ah, ben, j'ai toujours dit, moi, je suis bon pour un kick-off. Réseau des sports. Parfois, on l'entend au 98.5 pour parler de football. S'il y a du football, il est là. Il est l'homme football. C'est Bruno Eppel. Bruno, merci beaucoup d'avoir passé la dernière heure avec nous. Puis on te souhaite le plus excellent des étés. Plaisir. Bon été, les boys. Ciao. Merci, pour Bruno. votre temps. C'est vraiment cool. Ciao.